Bienvenue pour cette nouvelle édition du 7-8 politique sur TV Fil 78. Chaque mercredi, nouvelle édition pour suivre mieux la campagne des législatives dans notre département des Yvelines. Aujourd'hui, deux invités. Dans un instant, le candidat investi notamment par Europe Écologie Les Verts sur la 10e circonscription, David Juttier. Et puis déjà en plateau, François-Xavier Bellamy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le candidat soutenu par les Républicains sur la première circonscription. Alors avant de parler de votre candidature, peut-être une réaction suite à la victoire d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous étiez de ceux qui avait appelé à le soutenir, à voter pour lui pendant l'entre-deux tours? Pendant l'entre-deux tours, j'ai fait confiance au discernement de tous les Français et je crois que nous, les élus, nous devons être très humbles et très modestes et regarder les échéances électorales qui se présentent en nous mettant à la place de tous les Français qui ont un choix à faire. J'ai fait un choix, bien sûr, mais je n'ai pas appelé à voter pour Emmanuel Macron. Dans notre équipe municipale, nous avons eu parfois des positions un peu différentes sur ce sujet, mais nous nous retrouvons tous. Vous êtes élu à Versailles, effectivement, je ne l'ai pas reprécisé. Exactement. Ça a fait discussion, on va y venir sur ces résultats au sein de Versailles et puis plus globalement peut-être déjà le résultat au sein des Yvelines. On va revoir ce résultat d'Emmanuel Macron dans le département des Yvelines. Jusqu'à présent, les Républicains étaient majoritaires dans les Yvelines. Au premier tour, François Fillon était derrière Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui fait même un meilleur score, vous le voyez, qu'au niveau national ici dans le département. Est-ce qu'il faut y voir un signe? Est-ce que ça vous inquiète pour la campagne législative? Le résultat d'Emmanuel Macron dans le département au premier et au second tour? Pas du tout. Je pense qu'on a vécu une campagne présidentielle très particulière et tous les observateurs s'accorderont pour le reconnaître. Nous avons vécu une campagne qui a été profondément marquée par une succession de péripéties, d'affaires qui ont saturé l'espace médiatique et qui nous ont, au fond, et chacun le regrette, et je pense que quelle que soit notre sensibilité politique, nous en sommes tous désolés, qui nous ont empêchés de faire un vrai choix autour d'un vrai projet. Et donc je crois que la campagne des législatives qui s'ouvre, elle va être d'abord passionnante, et puis surtout elle va avoir un enjeu majeur, parce que cette fois-ci nous sommes débarrassés de ces difficultés qui pesaient sur une personne, et c'est vrai que nous allons pouvoir, dans une élection qui est moins personnalisée et qui est plus liée à un projet, donner vraiment, j'espère, une majorité à la France pour faire les réformes dont elle a profondément besoin. Ce qui a été terriblement frustrant dans cette campagne des présidentielles, c'est que les grands sujets qui nous attendent pour l'avenir, la question de l'école, la question de la réforme du marché du travail, la question de la fiscalité, la question de la dette, la question de l'écologie, ces grandes questions-là, nous en avons trop peu parlé. Aujourd'hui, il faut les remettre sur la table et c'est ce que j'espère pour cette campagne des législatives qui commence. Donc vous espérez une majorité droite, une majorité les Républicains, ça veut dire une cohabitation? Ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, le succès d'Emmanuel Macron est un succès qui est lié à un choix massivement fait par défaut et beaucoup de Français, même à la sortie des urnes, l'ont confié. Le grand risque que je vois, moi, pour la France, c'est que la majorité qu'il tente de constituer ne soit pas assez cohérente pour porter des choix qui seront nécessairement difficiles, exigeants et qui appellent une véritable cohérence. Et je crois que la droite, dans cette campagne, a tenté de porter, autant qu'elle l'a pu, son projet. Aujourd'hui, si ce projet est capable de susciter une majorité, la droite peut effectivement se mettre au service de ces réformes dont la France a tellement besoin. François-Xavier Bellamy, candidat dans la première circonscription des Yvelines, vous souhaitez conserver pour la droite ce poste qui est aujourd'hui détenu par le maire de Versailles, François Demazière. Avant de nous exposer vos projets, les images tout de même de cette soirée de victoire dans les Yvelines avec les militants d'En Marche pour le second tour de la présidentielle, c'était le 7 mai au soir. Reportage Nicolas Dandry. Les premières estimations sont tombées. Emmanuel Macron vient d'être élu président de la République. Il obtient plus de 65% des voix. La fête peut commencer pour les militants yvelinois du mouvement En Marche. On est euphorique, c'est génial, c'est vraiment, c'est pas Marine Le Pen qui est passée. On a contré le fascisme entre guillemets, on est super content. Il est jeune, il est compétent, il est travailleur, il est intelligent, voilà. Et il est parti de rien, il est devenu président, voilà. Je suis ravie de l'espoir qu'il porte. Il y a un espoir d'unité, un espoir pour défendre aussi l'Europe et un espoir effectivement pour surtout unifier la France. Dans les Yvelines, le candidat En Marche obtient plus de 77% des suffrages, un meilleur score qu'au niveau national que l'on retrouve aussi à Montigny-le-Bretonneux avec près de 84% des voix, de quoi satisfaire les marcheurs pour leur mobilisation. On a gagné, on a gagné. C'est quand même très très fort ce qui a pu se faire. On a
a travaillé très dur. Et surtout, quand je pense à tous ces bénévoles qui nous ont suivis quand même dès le premier jour, qui ont cru en nous et qui se sont battus partout. Aujourd'hui, hier encore, on était sur le marché de Mantes-la-Jolie. Et ce qu'a réalisé Emmanuel Macron, c'est justement de permettre aux Français de recroire en eux et de recroire dans cette belle dame qu'est la Ve République et d'aller à l'assaut pour une révolution démocratique. Certains militants quittent rapidement le QG yvelinois, direction l'esplanade du Louvre pour célébrer ce moment inédit dans l'histoire de la Ve République, un candidat élu président en ayant créé son mouvement politique il y a un peu plus d'1 an. Tout le monde nous disait que c'était impossible. Mais ils ne connaissaient pas la France. Merci de votre confiance. Merci du temps que vous avez donné. Merci de votre engagement à toutes et tous. Des remerciements destinés notamment aux militants du MoDem. Durant la campagne, ils se sont engagés aux côtés d'Emmanuel Macron, notamment dans les Yvelines. Mais le soutien du MoDem reste plein et entier. Bien au contraire, on est plus motivé que jamais pour l'aider à réussir son projet. Entre les candidats En Marche et les candidats MoDem, qui partiront tous sous la même bannière, il y aura une majorité à l'Assemblée nationale. Avant cette alliance pour les législatives, des postes ministériels pourraient être attribués à des membres du MoDem. Emmanuel Macron devrait dévoiler le nom de son Premier ministre et la composition du gouvernement lundi 15 mai. Le 7-8 politique se poursuit et comme lors de chaque édition dorénavant, nous faisons le point sur cette campagne des législatives. Premier tour le 11 juin, focus sur cette première circonscription qui couvre Versailles, Guyancourt ou encore Montigny, le Bretonneux. François-Xavier Bellamy, vous avez 31 ans, vous êtes conseiller municipal à Versailles dans la majorité de François de Mazières. C'est d'ailleurs lui qui vous a fait rentrer finalement en politique. En 2008, vous avez rejoint sa liste d'hiver droite et vous l'avez emporté. Vous êtes devenu le plus jeune adjoint au maire dans une grande ville de France. Qu'est-ce qui vous a donné le goût à la politique, pour vous connaître un petit peu mieux pour les téléspectateurs ? J'étais pas prédisposé à faire de la politique. Mon projet professionnel a toujours été l'enseignement et je suis aujourd'hui encore à temps plein professeur de philosophie. J'ai eu la chance d'enseigner d'ailleurs sur notre territoire, d'être enseignant à Guyancourt, au lycée hôtelier de Guyancourt. C'est vraiment un métier qui me passionne et je n'étais pas destiné à la politique, mais ce qui m'y a fait rentrer, c'est vraiment la rencontre d'une personnalité, François de Mazières, qui en 2008 m'a fait confiance et avec qui j'ai eu envie de contribuer à la vie de la ville où j'avais grandi, de ce territoire que nous aimons tant. Je crois que nous avons aujourd'hui, notamment parmi la jeune génération, une vraie responsabilité pour prendre notre part dans la construction, la reconstruction, la refondation de notre pays. Et ça commence évidemment par le terrain local, par l'engagement concret. Ces années pour moi ont été passionnantes, elles le sont toujours. Et c'est vraiment dans cette histoire d'équipe et d'engagement local que s'inscrit mon propre engagement politique. Sur le plan idéologique justement, vous étiez impliqué dans la Manif pour tous, au sein de Sens Commun également Non, j'ai jamais été dans Sens Commun. J'ai participé à la Manif pour tous comme des centaines de milliers de Français. Parce que je croyais que la question du mariage est une question fondamentale et notamment la question de la filiation et cette question-là, elle est toujours décisive. Aujourd'hui, nous fêtons la commémoration de l'esclavage et je crois que nous devons être extrêmement vigilants et attentifs sur le risque que nous pourrions faire peser par nos progrès autoproclamés sur le risque d'une instrumentalisation des corps, d'une marchandisation de la vie humaine. Cette question-là n'a rien à voir avec l'homosexualité. La question de la GPA, de la PMA touche aussi bien des couples hétérosexuels, mais c'est vrai que je croyais que la loi du mariage pour tous allait être un cheval de Troie de ces avancées qui n'en sont pas. Et ceci s'est confirmé. Donc j'ai mené ce combat, mais beaucoup d'autres aussi. Je me suis beaucoup engagé sur la question de l'éducation, qui me paraît vraiment fondamentale. On va y venir sur l'éducation, mais pour vous situer sur l'échiquier politique, on vous situe où au sein de la famille de la droite, à la droite de la droite, où il y a plusieurs tendances aujourd'hui au sein des Républicains qui sont exprimées. Je ne saurais pas trop... Vous ne voulez pas de cette étiquette peut-être ? Je pense vraiment profondément, et d'ailleurs le succès d'Emmanuel Macron est aussi un signe de cela, et nous devons le regarder avec beaucoup d'attention et d'intérêt. Je pense profondément que la vie politique française est aujourd'hui écrasée sous le poids des étiquettes et des clivages. Ce qui compte le plus, c'est de refaire des propositions qui permettent aux gens de dialoguer ensemble. Et je crois par exemple que dans la campagne qui a été menée par la droite, nous avons sans doute certainement manqué de cette générosité, de cette attention
qui sont difficiles à cataloguer, qui n'appartiennent pas à une étiquette particulière, mais qui ont certainement manqué dans notre rapport, notamment aux plus petits, aux plus fragiles, aux plus vulnérables. Et je crois que c'est vraiment un élément décisif sur lequel il faudra être attentif dans cette campagne législative et sur le long terme pour reconstruire une vision politique qui corresponde vraiment au clivage dont notre pays a besoin, parce que la démocratie se nourrit de ce dialogue et de ce clivage. Vous êtes aussi professeur de philosophie, vous l'avez mentionné, donc plutôt tourné vers ces questions d'éducation. Ce sera au cœur de vos propositions, de votre programme pour cette élection législative? Vraiment au cœur, parce que je crois que nous sommes là devant un sujet majeur pour l'avenir de notre pays, et nous sommes là devant un sujet de justice profondément, et vous voyez, ça c'est quelque chose qui échappe à tous les clivages. Tous les Français aspirent profondément à voir leurs enfants recevoir les mêmes chances de réussir et les mêmes chances d'accomplir leur propre excellence. Et aujourd'hui, malheureusement, nous avons un système scolaire dont la faillite signe une forme d'inégalité très profonde. Alors qu'est-ce qu'il faut changer dans ce système aujourd'hui de l'éducation en France? Je crois que ce qu'il faut changer en profondeur, c'est la vision qui anime notre école. On a vu pendant les 5 ans qui se sont déployés de ce dernier quinquennat la faillite complète d'une vision éducative qui a pour but de remplacer la transmission des savoirs par une succession d'activités pratiques par lesquelles les élèves sont censés produire leurs propres compétences. Je crois qu'il faut revenir à une école qui enseigne, qui donne à chacun les éléments fondamentaux de la culture. Et la culture est la condition de l'accomplissement pour chaque personne de sa propre vie. C'est donc aussi une condition fondamentale de la construction de notre société pour demain. Et c'est cette confiance dans la culture qu'il faut, je crois, profondément retrouver. Et là aussi, j'espère justement pouvoir faire sortir ce débat des éternels clivages où il a été enfermé. C'est ce que j'ai fait avec un livre qui s'appelle Les déshérités, justement en prenant fait et cause pour tous les déshérités que notre système laisse derrière lui. Aujourd'hui, je voudrais me faire humblement leur porte-parole dans cette campagne qui commence. Ça veut dire plus de moyens pour l'éducation, plus d'enseignants aussi. Ça a fait partie des différentes discussions pendant la campagne des présidentielles. Je crois qu'on serait trop court en s'arrêtant à une question de moyens. Aujourd'hui, l'éducation nationale est le premier budget de l'État. L'éducation nationale dépense plus comparativement aux autres pays par élève que d'autres pays qui réussissent mieux que nous. La question n'est donc pas seulement une question de moyens. Bien sûr, il y a un travail à faire sur la réaffectation des moyens, plus que sur leur augmentation. Mais la vraie question qui se pose, je crois, en profondeur, c'est la question du sens même de l'école, du sens de l'éducation. Nous avons vécu peut-être pendant plusieurs décennies avec une forme de passion de la déconstruction, avec l'idée qu'il fallait défaire les élèves de l'autorité éducative. Au contraire, je crois qu'il est nécessaire de la reconstruire, de la refonder, non pas au détriment de leur liberté, mais au service, bien sûr, de leur liberté. On parle de l'éducation plus globalement. Quel programme pour les Républicains qui vous soutiennent pour cette campagne législative? Quel programme? Parce que je vous avais reconnu que François Fillon ne s'était peut-être pas adressé au plus grand nombre, donc il va falloir faire des corrections dans le programme qui a été présenté pour la présidentielle. Aujourd'hui, vers quelle tendance et quel programme il va falloir développer? Parce qu'une fois de plus, au sein des Républicains, il y a différentes sonorités. Ce qui est vrai, c'est qu'on pourra tous s'accorder là aussi, je pense, sur le fait que la campagne de François Fillon a d'abord été paralysée par les affaires qui ont entouré les derniers mois, beaucoup plus que par la ligne politique qu'il défendait. Mais c'est vrai aussi qu'il faut que nous sachions reconnaître les défauts de cette ligne politique et peut-être la compléter, je le disais tout à l'heure, en montrant et en témoignant plus d'attention aux plus fragiles, aux plus vulnérables. Je sais déjà que les Républicains ont décidé, par exemple, de ne pas procéder à une hausse de la TVA comme ça avait été prévu, en tous les cas pas dans l'immédiat pour prendre le temps de la réflexion. Je sais aussi que la diminution de 500 000 postes de fonctionnaires qui est maintenue va se faire sur un temps plus long. En tous les cas, c'est ce qui a été décidé par le parti. Ce que je crois aussi profondément, c'est que malgré tout, il faut porter ce projet politique qui était celui de François Fillon en le complétant, en l'amendant, mais il faut le porter parce qu'il a eu la légitimité extraordinaire que lui a donnée cette primaire. La primaire de la droite et du centre a été l'occasion d'un très beau débat. Elle a été l'occasion justement d'une confrontation très loyale de visions politiques qui se sont exprimées. Et les 4 millions d'électeurs qui sont venus voter ont donné une vraie légitimité à cette ligne politique. Aujourd'hui, les électeurs ne nous comprendraient pas si nous donnions le sentiment d'une espèce d'incohérence après avoir défendu ce projet pendant toute la campagne présidentielle en changeant subitement de ligne et de projet. Ce serait, je crois, tout à fait maladroit. Ce ne serait pas rendre service à la qualité du débat démocratique. Et donc, nous devons, je crois, rester fidèles à nous-mêmes et cohérents tout en essayant d'écouter ce qui peut-être n'a pas marché. Une dernière question très rapidement, en un mot. Est-ce que vous êtes confiant pour cette législative, notamment au regard du résultat du premier tour? François Fillon était arrivé largement en tête, 45% sur la ville de Versailles, même si la première circonscription englobe aussi Guyancourt et Montigny-le-Bretonneux. Est-ce que vous êtes confiant?
Il y a la question des résultats. C'est vrai que sur la circonscription globale avec Montigny et Guyancourt, François Fillon et Emmanuel Macron font jeu égal. Donc il y a aujourd'hui une vraie ouverture en quelque sorte. Je serais très heureux de travailler avec beaucoup d'énergie à Montigny, à Guyancourt. On a déjà commencé de travailler avec tous les élus. J'ai déjà commencé d'aller sur le terrain où l'accueil est vraiment très bon. Ce qui compte pour moi, indépendamment du résultat, c'est la qualité du débat. On a été tellement profondément frustrés par cette campagne présidentielle que ce que je voudrais faire dans cette campagne, c'est seulement proposer de façon positive, constructive, intelligente, un projet pour la France qui, j'espère, demain rencontrera une majorité. Et vous viendrez en plateau pour ce débat, puisqu'il sera organisé sur cette première circonscription, comme sur les autres aussi du département des Yvelines, sur notre plateau dans les prochaines semaines. Merci François-Xavier. Merci à vous pour votre accueil. La première circonscription pour la 10e à présent, circonscription où le président du Parti chrétien-démocrate Jean-Frédéric Poisson va tenter de conserver son poste. L'ancien candidat à la primaire de la droite pour la présidentielle est soutenu par les Républicains. Sa présentation est signée Nicolas Dandry. À 54 ans, Jean-Frédéric Poisson se lance à la conquête de sa 3e législature avec l'étendard du Parti chrétien-démocrate. Depuis 1995, à travers ses mandats locaux à Rambouillet et Rambouillet Territoire, il cultive son engagement politique autour de la préoccupation de la dignité humaine déjà préfigurée dans le milieu associatif, l'enseignement public et le secteur privé, mais pas seulement. J'ai été confronté au chômage de longue durée de mon père, ce qu'il a détruit humainement. Donc j'en ai conçu une vision des rapports économiques et des relations économiques qui est pas très libérale. Je n'aime pas beaucoup la force des logiques de marché et la domination des puissances de l'argent dans l'économie, dans l'entreprise. Son slogan de campagne pour cette élection législative, pour l'amour de la France. C'est la volonté de faire que la France soit à la fois redevienne le grand pays qu'elle est, qu'elle retrouve toute la place qu'elle doit avoir dans le concert international et dans le concert des nations, que effectivement, là où il y a des contraintes et où il faut des contraintes, qu'elles soient précises, mais on sent bien que les Français ont besoin d'oxygène. Autre thématique d'engagement, la lutte contre le terrorisme. Président du rapport d'enquête sur les moyens de Daesh et contrôleur de la mise en œuvre de l'état d'urgence durant la dernière législature, il veut mettre en avant la problématique du fait religieux dans la société. Je pense que la question d'un dialogue avec un islam raisonné et pacifique est nécessaire et que la France ne fera pas l'économie de ce dialogue. Un certain nombre d'entre eux doivent être rejetés, combattus, condamnés, sans aucune espèce de faiblesse. L'immense majorité d'entre eux ne demandent qu'une chose, c'est de vivre leur foi tranquillement dans un espace qui soit pacifié. Il faut les aider à cela. Face à l'incertitude sur la future Assemblée nationale et la possibilité de ne pas avoir de majorité claire, Jean-Frédéric Poisson défend une conception transpartisane de son rôle de député. La responsabilité d'un parlementaire, c'est d'abord d'être soucieux de l'intérêt général. Et si jamais ça doit dépasser ses frontières, les frontières des partis ou des groupes, pas d'importance. Face à lui, dans la 10e circonscription des Yvelines, Jean-Frédéric Poisson aura François Lehodt du Front National, Jean-Claude Husson du Parti Socialiste ou encore le centriste Gilles Schmitt, cette liste des candidats n'étant pas définitive. Et lui aussi sera candidat dans la 10e circonscription. David Jutier, bonjour. Bonjour. Représentant des écologistes investis par Europe Écologie Les Verts, sur cette 10e circonscription, je le disais, qui couvre parmi les grandes communes Rambouillet, Morpas, Saint-Arnoux-en-Yvelines ou encore Montfort-l'Amaury. Est-ce que le député en place, Jean-Frédéric Poisson, est aujourd'hui votre principal adversaire ? Notre principal adversaire aujourd'hui, ce sont surtout les programmes et les valeurs qui sont totalement contraires aux nôtres, défendus par ce député, par la droite. On vient d'entendre dans votre reportage notamment que Jean-Frédéric Poisson et d'autres souhaitent une recomposition de la droite autour d'un pôle que je qualifierais de national réactionnaire. Et effectivement, ce sont toutes ces idées qui ne nous semblent absolument pas correspondre à l'intérêt général, à la défense des biens communs et à la construction d'une société d'avenir qui se transforme profondément que nous souhaitons mettre en place. Donc effectivement, notre principal adversaire, ce sera bien entendu le projet de la droite, de la déconstruction sociale et sociétale qu'ils nous promettent si jamais ils arrivent à nouveau à avoir une majorité dans les Yvelines, à l'Assemblée et dans les Yvelines. Néanmoins, vous ne portez pas une candidature commune de la gauche. Pourquoi il n'y a pas d'union avec le PS, avec le PCF, la France Insoumise, par exemple ? Alors cette alliance, cette union, nous, on la souhaite de toutes nos forces. Nous y travaillons. Le dépôt des candidatures sera ouvert uniquement la semaine prochaine. Ce sera le 19 mai. Des contacts sont toujours en cours parce qu'il ne vous aura pas échappé, évidemment, que nos valeurs et nos programmes se recoupent très largement.
autour de la question de la transition écologique de la société, de la défense des droits des travailleurs, des salariés, des acquis sociaux, et évidemment la construction d'une République plus démocratique, plus tournée vers les citoyens, vers une 6e République. Donc toutes ces valeurs communes, j'espère que nous réussirons à les porter. Des échanges continuent à avoir lieu avec les représentants de la France insoumise. Ça veut dire que vous pourriez retirer votre candidature? Ça veut vous dire appelez qu'une plutôt à une union candidature, autour de votre candidature? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des discussions ont encore lieu. Je suis incapable aujourd'hui de vous dire dans quelle configuration on sera en capacité de se présenter. En tout cas, moi, ce que je constate sur le terrain tous les jours, puisque je suis élu local directement en prise avec l'ensemble des gens de ma circonscription, c'est que cette union, cette alliance des gens qui portent le même projet progressiste, écologiste et humaniste est très attendue, et j'espère qu'on arrivera à dépasser les quelques blocages qui sont des blocages nationaux, d'affichage et de principes qui ne correspondent absolument pas à ce qu'on vit sur le terrain. Et je pense que si on réussit à dépasser ces petits obstacles, on suscitera un vrai engouement et une véritable adhésion. Et moi, c'est ça que j'ai envie de porter comme message en tant que candidat aujourd'hui aux législatives. Vous êtes conseiller municipal à Rambouillet dans l'opposition, conseiller communautaire également sur l'agglomération Rambouillet Territoire. Vous avez exprimé au cours de la campagne présidentielle votre position sur les différents projets d'Emmanuel Macron, le nouveau président élu. Et vous n'êtes clairement pas dans l'idée de rejoindre une majorité présidentielle par la suite, si vous êtes élu. On n'est effectivement pas dans cette optique, tout simplement parce que le projet d'Emmanuel Macron ne correspondent pas aux grands objectifs que je vous ai listés tout à l'heure. Il y a des points très précis, par exemple, la suppression de la taxe d'habitation, vous n'y êtes pas favorable? Je suis effectivement pas favorable à la manière dont Emmanuel Macron entend modifier, même supprimer la taxe d'habitation, pour deux raisons. C'est que si on supprime cet impôt local, premièrement, on retire des mains des communes et donc des élus locaux qui connaissent le terrain un outil de pilotage de leur territoire. Or, aujourd'hui, on voit que les territoires, en tout cas sur la 10e circonscription, les territoires les plus ruraux se sentent déjà abandonnés parce que les services publics disparaissent, parce que l'offre de transport est malmenée, parce qu'on voit une désertification médicale grandissante. Si en plus on retire de la main des élus locaux la capacité à faire les choses et ce qu'ils entendent sur le terrain, on risque d'avoir un rejet et un sentiment d'abandon et un déclassement encore exacerbé. Donc ça, c'est un premier gros problème. Et puis, deuxièmement, la manière dont Emmanuel Macron entend supprimer purement et simplement la taxe d'habitation ne correspond pas non plus à sa transformation de manière juste, indexée notamment sur les revenus des ménages, sur la composition des foyers. Et c'est ça que moi, j'ai plutôt envie de mettre en place. Si on supprime la taxe d'habitation, ça veut dire qu'on la remplace par autre chose. On la remplace notamment par des recettes fiscales qui vont directement à l'État. Par exemple, la principale, c'est la TVA, qui est l'impôt le plus injuste qui existe en France. Donc, supprimer un impôt local qui a tous ses défauts, mais qui peut être intéressant pour des politiques territoriales adaptées, le remplacer par un impôt extrêmement injuste, je trouve ça totalement déplacé. Donc là, on parle de choix au niveau national. Il y a aussi une défense toujours pour un député de son territoire. Quels sont les points importants sur cette 10e circonscription qu'aujourd'hui vous voulez défendre? Je pense que le point le plus important sur la 10e circonscription, c'est l'aménagement du territoire et le rééquilibrage de l'ensemble des politiques territoriales. On est sur un territoire qui est périurbain, qui est juste à la sortie de la métropole parisienne. Et je pense qu'une des grandes missions du député ou de la députée qui sera élu dans quelques semaines, ce sera d'œuvrer à ce que l'égalité territoriale soit au cœur des politiques menées sur le sud Yvelines. Ça veut dire qu'il y a des territoires, des communes qui sont un peu délaissées aujourd'hui? Ça veut dire que l'ensemble des communes du sud Yvelines souffrent de troubles et de maux qui viennent d'une vision de l'aménagement du territoire qui correspond tout à fait à celle qui est portée par Emmanuel Macron, qui parle de compétitivité, qui parle de productivité, qui dit compétitivité, dit compétition entre les territoires, qui veut dire segmentation fonctionnelle des territoires, et on se retrouve avec des personnes dans le sud d'Yvelines qui doivent se déplacer, qui font 3 heures de transport tous les jours, avec une offre de transport, je le disais, qui est dégradée, avec des services publics qui disparaissent, des bureaux de poste qui sont en danger, des offres de transport qui ne sont pas adaptées, le service médical, l'hôpital de Rambouillet. Je souhaite porter ce combat de manière très forte. C'était en grève aussi que vous avez soutenu?
Absolument. Et voilà, ça c'est un des grands piliers, le rééquilibrage des biens et des services sur l'ensemble du territoire, et évidemment la préservation de notre environnement, de notre cadre de vie auquel nous sommes extrêmement attachés dans le sud Yvelines, lutter contre toute cette expansion urbaine qui suit les grands axes. On le voit bien sur la N10 qui traverse Saint-Quentin, qui file sur le sud Yvelines. Ça veut dire pas de rapprochement avec le 92 par exemple, parce que là aussi vous vous êtes exprimé, 78-92, pas de fusion. Exprimé de manière très claire, de manière tout à fait opposée à ce projet, qui veut simplement donner, selon les termes mêmes de Philippe de Védjian et Pierre Bédier, une profondeur territoriale aux Hauts-de-Seine en se servant des Yvelines, comme c'est bien dit, pour couvrir en réalité une suite de grands projets inutiles, extrêmement coûteux, injustes et destructeurs, bien entendu, de notre environnement, de notre cadre de vie, des bretelles d'autoroute, des ponts, des ports multimodaux, etc. Ce n'est pas du tout la vision apaisée de notre territoire et que je souhaite porter en tant que candidat à la députation. Et ce n'est pas du tout non plus l'attente très forte des Yvelinois et des Yvelinoises qui souhaitent préserver leur environnement, leur cadre de vie et en profiter sans servir des grands projets financiers d'urbanisation. Merci d'être venu en plateau. Je rappelle que vous êtes candidat dans la 10e circonscription pour les écologistes investis par Europe Écologie Les Verts, même si bien évidemment la liste définitive des différents candidats sur votre circonscription et sur les autres, ce sera pour le 19 mai, date de fin des dépôts des candidatures en préfecture. Merci à vous. Nous refermons ce 7-8 politique, prochaine édition le 17 mai. D'ici là, la campagne est bien sûr à suivre également dans nos différentes éditions quotidiennes du journal, l'intégralité des replays à consulter sur notre site internet et sur notre application mobile. À très bientôt sur TV Fil.